aujourd'hui les carcinomes des maxillaires. La dernière fois, on a vu les sarcomes. Aujourd'hui, on va voir les carcinomes. Donc, on a dit déjà que les pardon. D'abord, je vais mettre diaporama. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les carcinomes restent toujours plus fréquents que les sarcomes. Et le pronostic des carcinomes, il est plus ou moins favorable par rapport aux sarcomes. Et aussi, on a dit que l'origine des carcinomes, elle est d'origine épithéliale. On les appelle aussi épithéliomas. Et les sarcomes sont d'origine de tissu conjonctif. Alors, pour les tumeurs, les carcinomes des maxillaires proviennent généralement de la muqueuse du revêtement, qu'elle soit gingivale, palatine, sinusienne ou nasale. Donc, on va voir après les carcinomes qui touchent la mandibule et les carcinomes qui touchent le maxillaire. Et ça veut dire l'infrastructure et la mésostructure. Quand je dis infrastructure, c'est la cavité buccale et maxillaire supérieure. Quand je dis mésostructure, ça sera les structures nasales et ethmoïdales, ethmoïdo-nasales. D'accord? Aussi, les carcinomes, donc, elles peuvent être proviennent donc généralement directement des cellules cancéreuses. Sinon, dans certains cas, il y a une dégénérescence ou bien transformation de certaines lésions bénignes vers un carcinome mâle, tel que l'améloblastome. On définit, alors, je reviens au diaporama. Patientez d'abord, je vais admettre vos collègues. Une minute. Une minute. Ah, voilà. Je continue. Donc, on définit, il y a, selon Michel Auriol, il y a les carcinomes odontogéniques lorsqu'ils se développent à partir des résidus épithéliaux odontogéniques, à partir, par exemple, de certaines tumeurs bénignes des maxillaires, telles que l'améloblastome. Et il y a aussi les carcinomes non odontogéniques lorsqu'ils se développent à partir de tissus épithélial du voisinage, qui peut être gingival par exemple ou au niveau de la muqueuse palatine. On continue. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va voir là, la classification qu'on va adopter, c'est une classification topographique. On va voir les carcinomes qui touchent d'abord la mandibule et les carcinomes qui touchent après le maxillaire supérieur et la mésostructure. On commence par les carcinomes de deux formes. Il y a les carcinomes intraosseux primitifs, ça veut dire que c'est la première lésion. Et les carcinomes qui touchent secondairement, ça veut dire c'est une lésion qui peut être secondaire à partir d'un autre foyer. Donc, le carcinome intraosseux primitif au niveau mandibulaire est un carcinome qui touche primitivement les maxillaires sans connexion originale avec la muqueuse buccale, ni kyste odontogénique sous-jacent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu apparition de cette lésion du carcinome osseux du maxillaire. Et après, il peut s'étendre vers la muqueuse buccale.
Sinon, il peut apparaître à partir d'un résidu de l'épithélium odontogénique, à partir, par exemple, d'un amyloblastome au niveau toujours mandibulaire. Selon la fréquence, les carcinomes intraosseux primitifs au niveau mandibulaire, qui restent rares, ils représentent 12% des carcinomes de la cavité buccale et 40% des tumeurs de la mandibule. Donc, c'est des pourcentages par rapport d'abord par rapport aux tumeurs et des carcinomes de la cavité buccale, ensuite la fréquence par rapport à la topographie qui touche la mandibule. Généralement, le siège préférentiel, c'est la région pyrénéenne, surtout au niveau angulaire, au niveau de l'angle mandibulaire. Le maxillaire est exceptionnellement atteint. Ça touche le sujet adulte âgé à partir de 50 ans. Donc, la moyenne, c'est entre 50 à 60 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un carcinome chez un sujet plus jeune. Parce que la dernière fois, on a dit que les jeunes, beaucoup plus, on incrimine en premier lieu les sarcomes. Et le sexe masculin, il est plus touché, donc 2,5 à peu près par rapport à une femme. On va voir maintenant l'aspect clinique des carcinomes intraosseux primitifs. D'abord, il y a l'aspect ulcéro-végétant. Ulcéro, ça vient d'une lésion ulcération. Donc, la forme qui prédomine, c'est une ulcération. Il peut être donc associé, on trouve l'ulcération avec une végétation. Généralement, on trouve une ulcération de forme plus ou moins régulière ou bien des fois irrégulière. Le fond qui peut être végétant, ça veut dire bourgeonnement. On trouve un bourgeonnement d'aspect rougeâtre et saigne soit au toucher, soit un saignement qui peut être spontané. On trouve aussi comme signe clinique une destruction osseuse parce que la localisation primitive, elle est osseuse, avec des signes dentaires précoces. Quand je dis des signes dentaires, ça peut être une mobilité dentaire, ça peut être une chute spontanée des dents sans lésion parodontale. Et ça peut être même des douleurs dentaires. Donc, on trouve une rage de dents alors que la dent n'est pas carriée. Donc, ça, c'était pour l'aspect ulcéro-végétant. On trouve aussi l'aspect bourgeonnant. Bourgeonnement, ça veut dire il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de perte de substance. C'est un bourgeonnement ou bien une végétation qui peut être plus ou moins épaisse en saillie de la muqueuse saine. Cet aspect, il est fréquent par rapport à la première lésion et la lésion se trouve au niveau du rebord alvéolaire, au niveau de deux faces et les dents qui peuvent être enchâssées dans les bourgeons tumoraux. Alors, pour les adénopathies, donc ça c'était pour l'aspect intrabuccal. Maintenant, pour l'aspect autre signe associé, ce sont les adénopathies. La dernière fois, si vous vous rappelez, que les sarcomes, généralement, sont dans de localisations secondaires, par exemple, des métastases beaucoup plus osseuses ou alors hépatiques ou pulmonaires, alors que les carcinomes donnent souvent des adénopathies cervicales. Pourquoi? Parce que ces carcinomes on les appelle lymphophiles. Lymphophile, ça vient de la lymphe. Et quand je dis une lésion lymphophile, ça veut dire qu'elle donne fréquemment des métastases lymphatiques. Donc, une extension lymphatique, c'est la raison pour laquelle on trouve des métastases ganglionnaires cervicales. Cette adénopathie, donc, il faut l'examiner, donner d'abord la localisation, donner l'aspect, la dimension. Ensuite, à la palpation, chercher la consistance. Généralement, elle est ferme et à un stade plus avancé, elle devient dure. Et elle est toujours indolore.
Donc, à la différence d'une adénopathie d'origine infectieuse. Généralement, l'adénopathie d'origine infectieuse, dans le cas de cellulite ou ostéite, elle est douloureuse. Par contre, là, dans le cas de lésion maligne, l'adénopathie, elle est indolore et de volume augmenté. Le premier temps, à un stade précoce, l'adénopathie est mobile, mais après, sans traitement, bien sûr, elle devient fixe. Je passe. Donc, ça, c'était pour l'examen clinique, l'aspect clinique et l'examen loco-régional ou bien l'examen des adénopathies. Sur le plan histologique, sur le plan radiologique, le carcinome intra-osseux primitif au niveau mandibulaire généralement donne un aspect ostéolytique. Ça veut dire qu'il y a une destruction osseuse. C'est l'aspect le plus fréquent. L'image la plus fréquente, c'est une image lacunaire. Quand je dis lacunaire, donc c'est une destruction osseuse, comme vous voyez là. Elle est, on va décrire d'abord les caractéristiques de cette image lacunaire qui est entourée normalement d'un os en voie de destruction. Ça veut dire en extrémité, au centre de la lacune, la destruction osseuse, elle est importante. En allant vers la périphérie de la lacune, la destruction osseuse, elle est dégradée. Ça veut dire de plus en plus, elle va du fond vers l'unité. Et les dents qui sont en voisinage de cette lacune paraissent suspendues dans la lacune, vu la destruction de l'os alvéolaire. Quand elle est importante, elle atteint le bord basilaire, elle donne des fractures pathologiques. C'est des fractures des maxillaires qui sont pathologiques dues à la destruction osseuse. Et le canal alvéolaire, généralement inférieur, il n'est pas repérable. Donc là, c'est l'aspect d'une lacune, comme vous voyez là. Le fond, il est radioclair. C'est une image ostéolytique. Alors, je vais utiliser le pointeur, ça vous pouvez suivre. Là, donc là, on voit une image lacunaire au niveau de l'angle mandibulaire droit avec, donc, elle est ostéolytique, elle est radioclaire ostéolytique. Les limites, quand on décrit cette lacune, elle est de forme ovalaire avec grand axe disto-mésial. Cette lacune à la périphérie, donc les limites sont floues. Donc le bord qui entoure est irrégulier et flou. Et la dent qui est en rapport, vu la destruction de l'os alvéolaire, elle paraît suspendue ou bien dans la lacune. Et c'est la raison pour laquelle elle devient cliniquement mobile. Alors, sur cette coupe de scanner, on voit la destruction des corticales osseuses, comme vous voyez là. Donc, il n'y a plus de corticales internes et externes. Et l'extension, elle se fait vers les tissus mous, ça veut dire les muscles et même le plancher buccal. Et là, donc, on ne voit pas bien le nerf alvéolaire ou bien le canal alvéolaire inférieur. Et quand il y a atteinte, on aura cliniquement soit une hyperesthésie ou bien une hypoesthésie ou bien carrément une anesthésie labiomentonnière. Et là, c'est le signe de Vincent qui est positif. Là aussi, on voit une lacune, comme vous voyez là. Cette lacune, donc, ces dents sont mobiles, elles sont déplacées. Et là aussi, donc, on voit bien, on ne peut pas préciser les limites exactes de cette lacune. Et vous voyez l'extension vers le bord basilaire. Avec, donc, s'il n'y aura pas de traitement, normalement, on va avoir une fracture pathologique. On va voir maintenant l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect cérébral. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le cancer fermé.
dans la mandibule. Généralement, l'aspect radiographique, c'est une raréfaction, déminéralisation osseuse ou bien raréfaction osseuse qui est diffuse, elle n'est pas limitée. L'os paraît poreux et c'est ce qu'on appelle l'aspect mité. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a expliqué, ça veut dire quoi? L'aspect mité, vu la porosité. Le bord basilaire aussi peut être atteint et on peut avoir une fracture pathologique. Comme vous voyez là, on voit donc cette destruction osseuse et là, on voit bien la fracture de la branche horizontale de la mandibule. C'est une fracture pathologique, ça veut dire qu'elle est due à la lésion. Est-ce que c'est clair? Et la dent, donc, risque de chuter, vu la destruction osseuse. Deuxième, il y a autre forme clinique de carcinome intraosseux primitif. Si vous voulez, c'est des formes trompeuses. Des fois, on peut penser à un aspect infectieux et en réalité, après biopsie, on se rend compte que c'est une lésion carcinomateuse. C'est ce qu'on appelle les formes pseudo-ostéitiques. Elles sont de mauvais pronostics. Et pourquoi? Parce que la découverte, généralement, elle est tardive. Parce qu'au début, elle donne presque des signes d'une ostéite. Et c'est la raison pour laquelle le praticien peut passer à côté et il va traiter la lésion pour une ostéite. Et à ce moment-là, donc, c'est ce qui donne, la découverte tardive de cette lésion. Donc, le tableau clinique, c'est une ostéite subaiguë ou bien réchauffée, avec présence de douleurs dentaires, présence de suppuration au niveau du collet et la muqueuse qui est congestive, rouge, et des fois, voilà, ulcérée, rouge, congestive, avec le signe de Vincent qui est positif. La deuxième forme trompeuse de ces carcinomes, c'est ce qu'on appelle les formes pseudo-pyorhéiques. Ça veut dire on trouve une mobilité récente avec chute spontanée de la dent. Ici, la mobilité, elle va s'aggraver avec le temps. Et aussi, donc, c'est après biopsie qu'on découvre que c'est un carcinome. C'est surtout, donc, le praticien, il peut se tromper dans le diagnostic quand on trouve les signes inflammatoires ou bien des signes infectieux. C'est surtout l'inflammation et la suppuration. Je passe. Alors, la forme hypoesthésique. D'abord, au début, on va trouver un trouble de la sensibilité sous forme de névralgie. Ça veut dire quoi? Une douleur, dentaire généralement, et on ne trouve pas la cause de cette douleur. Il n'y a ni carie, ni ni infection, ni rien du tout. Mais on trouve, et généralement, le praticien, il peut prendre ça pour une algie faciale, une algie essentielle. Et après, donc, c'est la raison pour laquelle la découverte après, elle est tardive. Soit on trouve une hypoesthésie, donc le signe de Vincent, et le patient peut consulter pour absence de sensibilité la biomontonnière. Et quand on cherche, quand on cherche une cause bucco-dentaire, on ne trouve pas la cause. Alors, selon la topographie, pour les formes antérieures, l'aspect clinique, souvent, il est uséro. Quand je dis antérieur, ça veut dire qu'elle est située au niveau de la partie antérieure de la mandibule. L'aspect clinique est souvent uséro-végétant et ostéolytique en raison de la hauteur du rempart osseux au niveau de la région symphysaire. Et l'extension, elle peut aller vers le plancher buccal.
Pour la forme latérale, ça veut dire au niveau des branches horizontales. Ici, elle est généralement, elle donne des signes mylo-hyoïdiens, vu la proximité de la région mylo-hyoïdienne. Alors, pour la forme ensuite postérieure, elle est toujours de mauvais pronostic, vu la région commissurale postérieure et la proximité, donc la région commissurale entre la mandibule et le maxillaire. Et l'extension peut aller vers le voile du palais, même la joue et la langue, le plancher buccal et aussi la fosse ptérygo-maxillaire. Patientez, je vais rajouter vos camarades. Alors, j'ai admis tout le monde. Très bien. Sur le plan anatomo-pathologique, alors, là, pour les formes anatomo-pathologiques, donc c'est la mise en évidence du carcinome. Et ensuite, c'est généralement la fréquence des carcinomes épidermoïdes. Et après, on va, pour plus de détails, on cherche si la lésion, si c'est un carcinome épidermoïde différencié ou non différencié. Oui. Le diagnostic, donc là, le diagnostic, il est généralement basé sur la clinique, les signes radiographiques. Quand je dis la clinique, c'est généralement au niveau mandibulaire, ce sont des signes dentaires et le signe de Vincent, soit l'hyper, soit l'anesthésie labio-mentonnière, vu la proximité du nerf alvéolo-dentaire et du nerf alvéolaire inférieur. Aussi, on trouve les signes dentaires, soit des douleurs dentaires, soit des chutes spontanées des dents, ou alors une mobilité inexpliquée. Quand je dis mobilité inexpliquée, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion parodontale. Voilà, donc il est basé sur la clinique, la radio, l'aspect ostéolytique ou bien lacunaire, et c'est la biopsie après qui va trancher pour dire est-ce que c'est un carcinome ou non. Alors, le pronostic, il est généralement donc à un stade précoce, quand il n'y a pas de métastase ganglionnaire, il est favorable. Mais il reste, généralement, il est favorable, il est bon par rapport au sarcome. Là, c'est juste un cas clinique. Voilà, donc il s'agit là, donc c'est un patient sans antécédent alcoolo-tabagique, parce que quand il y a déjà l'antécédent alcoolo-tabagique, il faut déjà penser à une lésion carcinomateuse. Ce patient a consulté en 2015 pour des problèmes parodontaux au niveau du secteur dentaire. Ensuite, ils ont trouvé une mobilité dentaire, là c'est le signe d'alarme, qui est la mobilité de l'A46. Sur la radio panoramique, on trouve une ostéolyse en regard de cette dent. Et après, vu le praticien, vu la mobilité de la dent et la lisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'extraction de la dent par voie locale. Après, donc, il n'y a pas eu de guérison. Il n'y a pas eu de cicatrisation alvéolaire après l'extraction. Et c'est ce qui a donné le coup de fouet le coup de fouet de la lésion. Ensuite, ce patient, il a été mis sous antibiothérapie, mais sans résultat, sans guérison, avec ensuite une augmentation de la taille de cette ostéolyse sur le scanner, et après, vu qu'il n'y a pas eu de guérison, le praticien était obligé de faire une biopsie, et après, voilà, c'est l'extension rapide après l'extraction de la dent. On voit la destruction des deux corticales osseuses. Et après la biopsie, ils ont trouvé que c'est un carcinome. Donc, c'est un carcinome épidermoïde différencié kératinisant.
Alors, là, je ne vais pas détailler beaucoup plus, ça c'est pour les résidents, pour la graduation, pour la post-graduation. Juste, on va vous dire, là, le but d'expliquer ça, pour vous dire qu'il y a dans certains cas de dans certains cas de tumeurs bénignes des maxillaires, il y a une dégénérescence ou bien une transformation vers la lésion carcinomateuse. C'est ce qu'on appelle le carcinome amyloblastique. Alors, je vais juste passer rapidement. Donc au niveau de certains, pour certains tumeurs odontogènes, ça veut dire d'origine dentaire, il y a certaines familles, c'est surtout les tumeurs amyloblastiques, qui peut être donc les tumeurs amyloblastiques, ce sont l'améloblastome métastasion, le carcinome amyloblastique primitif et le carcinome amyloblastique secondaire intraosseux et le carcinome amyloblastique secondaire périphérique. Là, je vais juste vous montrer qu'il y a eu donc cette lésion. La première lésion qui a été décrite, c'était en 1974 par Schaffer pour individualiser les amyloblastomes qui présentent une transformation histologique maligne. Ces lésions restent exceptionnelles ou bien très rares. Selon l'âge et le sexe, donc ça touche le sujet âgé ou bien l'adulte à partir de 50 ans. Et la prédominance, elle est toujours masculine. Donc, comme signe clinique, on peut trouver une voussure locale avec une déformation faciale qui donne une tuméfaction exobuccale. On peut trouver des déplacements dentaires, voire même des expulsions ou bien chute spontanée des dents. Un trismus qui peut être associé, vu l'extension au muscle masticateur. Et la radio, généralement, elle donne une image ostéolytique mal limitée. Parce que si elle est limitée, beaucoup plus, on va penser à une lésion bénigne. Si elle est mal limitée, à ce moment-là, il faut penser à une lésion carcinomateuse. Donc, développée à partir, développée à partir d'une lésion tumeur bénigne, généralement, qui est l'améloblastome. Là, je passe rapidement. Alors, pour l'améloblastome mâle, je vais juste... non, on passe rapidement là. Cellule claire. Maintenant, on va voir le carcinome secondaire. Donc, tout à l'heure, on a vu le carcinome mandibulaire d'origine primitive. Maintenant, d'origine secondaire. Ça veut dire qu'ils sont... ce sont des carcinomes localisés au niveau de la mandibule et la lésion primitive localisée sur un autre organe. Donc, la fréquence au niveau mandibulaire, elle représente 1,5%. Donc, quand même, elle reste rare. Devant un carcinome d'allure métastatique, il importe de rechercher la tumeur primitive. Des fois, si elle est connue, là, c'est bon. Si elle n'est pas connue, il faut l'orienter. Donc, la localisation secondaire au niveau mandibulaire, elle peut être due à une extension d'une lésion primitive qui est localisée au niveau de la prostate, c'est surtout chez l'homme, au niveau rénal, au niveau pulmonaire et au niveau du sein. Donc, c'est la raison pour laquelle quand vous prenez un malade, une malade par exemple avec cancer du sein, un malade qui présente cancer de la prostate, il faut des fois, pour lui faire une extraction dentaire, on demande la scintigraphie. Pourquoi? C'est pour chercher qu'il n'y a pas une localisation au niveau mandibulaire. Je passe. Maintenant, on passe au
formes topographiques au niveau des carcinomes au niveau du maxillaire. Ces lésions carcinomateuses au niveau maxillaire qui restent rares par rapport à la mandibule, parce que la fréquence mandibulaire, elle est un peu fréquente par rapport au maxillaire. On trouve beaucoup plus des carcinomes épidermoïdes qui naissent au niveau, à partir de la muqueuse buccale sinusienne ou bien ethmoïdo-nasale, ou alors une lésion bénigne qui se transforme et donne une lésion carcinomateuse. Donc, ça, c'est comme pour au niveau de la mandibule. Le pronostic, il est très grave. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une extension régionale vers la base du crâne. Pour ces tumeurs au niveau maxillaire, on va les diviser en deux, comme je disais au début. Il y a les carcinomes de l'infrastructure et les carcinomes de la mésostructure. Quand je dis infrastructure, c'est les carcinomes situés au niveau ou bien à point de départ buccal. Buccal mais maxillaire. Est-ce que c'est clair? Ces tumeurs présentent des symptômes généralement des symptômes précoces et sont souvent immédiatement accessibles à la clinique et à la biopsie et à la radio. Pourquoi? Parce qu'elles sont localisées au niveau de la cavité buccale. Et comme vous savez, la cavité buccale, elle est accessible soit à l'examen clinique, soit à la radio. Et même, on peut faire facilement la biopsie. À la différence des carcinomes de la mésostructure, quand le carcinome est situé au niveau ethmoïdal, là, c'est inaccessible. Et le pronostic, il est plus sévère. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas découvrir la lésion à un stade de début. Ce n'est pas vu l'inaccessibilité de la région. À la différence de la cavité buccale, quand elle est accessible à tout examen, donc le pronostic, la découverte, elle peut être précoce et automatiquement, on peut traiter au début. Alors, on revient au carcinome en point de départ buccal. Ces carcinomes peuvent naître à partir de la muqueuse palatine. Et généralement, elles donnent la forme végétante. C'est la plus fréquente. Quand je dis végétante, ça veut dire un bourgeonnement. Et aussi, elle peut donner des lésions ulcéreuses et parfois même végétantes. Ça veut dire associé, ulcéro-végétant. Généralement, quand on trouve les signes d'appel sont la mobilité dentaire et quand on fait l'extraction, ça ne donne pas une cicatrisation. Les adénopathies sont toujours ombilatérales, ça veut dire satellite par rapport à la lésion. Sous-maxillaire, jugulaire, haute, et aussi un stade tardif, ces adénopathies peuvent se bilatéraliser. Alors, pour la localisation, selon les formes topographiques, au niveau antérieur, ça veut dire maxillaire antérieur, c'est le vestibule, la lèvre, la partie antérieure du palais. La cloison, donc, là, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je? Voilà, donc au niveau de la cloison nasale, les fosses nasales et le plancher des fosses nasales. Au niveau postérieur et tubérositaire, là, la fréquence, elle est augmentée. Généralement, ces carcinomes sont situés au niveau vestibulaire, postérieur, gigal et au niveau des partiments, ça veut dire les muscles même massétaires. Aussi, au niveau de la commissure intermaxillaire, le voile du palais et la région ptérygomaxillaire.
avec le signe là évocateur qui peut être le trismus, vu l'extension au niveau de la fosse ptérygomaxillaire et les muscles masticateurs. Quand la lésion est purement palatine, elle est très peu fréquente. Elle peut être latéralisée ou bien médiane. Alors, on va voir là, c'est la forme végétante ou bien exophytique. Exophytique, ça veut dire c'est un bourgeonnement au niveau de la crête supérieure. Et là, c'est la forme ulcéreuse. Au niveau du palais, on voit là une perte de substance avec, on voit même de l'os dénudé. Et là, c'est l'association d'une forme donc, de la muqueuse palatine avec extension au niveau du palais, alors, de l'os palatin. Allez, c'est une lésion végétante. Alors, ces lésions sont très fréquentes, elles représentent le tiers des tumeurs du massif ethmoïdo-maxillaire et des fosses nasales. Elles se développent dans la cavité close et difficile. Alors là, c'est pour la mésostructure. Donc, ce qu'on a vu, c'est les lésions à point de départ buccal. Pardon. On passe maintenant à les carcinomes de l'infrastructure. Ce sont les carcinomes à point de départ sinusien. Donc, ça veut dire la lésion primitive, elle est localisée au niveau du sinus. Ces lésions restent fréquentes et elles se développent à partir d'une cavité close. C'est une cavité fermée. Elle est inaccessible même à l'examen clinique. C'est la raison pour laquelle le diagnostic il est difficile et la découverte, elle est toujours tardive. Je passe. Comme signe, donc, comme signe bucco-dentaire qu'on peut avoir, c'est juste une boussure palatine ou bien alvéolaire. On peut trouver même mobilité dentaire, toujours maxillaire. Hein, là, c'est parce que, vu la proximité par rapport au sinus. Et on peut avoir aussi l'aspect pseudo-ostéitique ou bien pseudo-pyorique avec les douleurs dentaires, mobilité avec présence de suppuration au niveau du collet des dents. On peut avoir aussi une chute spontanée des molaires. Les douleurs dentaires généralement sous forme de névralgie essentielle. C'est la raison pour laquelle le praticien va traiter le cas pour une algie, pas pour un carcinome. Et on peut aussi trouver au niveau des signes sous-orbitaires pour les carcinomes de la mésostructure ou bien à point de départ sinusien. On a dit que beaucoup plus le pronostic est par rapport au carcinome de la cavité buccale ou bien de l'infrastructure, vu l'inaccessibilité de la région. Et vu aussi que les signes dentaires n'apparaissent qu'à un stade tardif, vu l'extension tardive de la lésion. D'accord? Donc, on a dit on peut trouver des douleurs dentaires sous forme de névralgie faciale, une hyper ou bien une hypoesthésie sous-orbitaire, vu l'extension tumorale vers la région sous-orbitaire et même orbitaire, et propagation aussi de la muqueuse buccale, qui est difficile à déterminer après le point de départ, parce que quand il y a extension vers la cavité buccale ou bien le maxillaire, un stade tardif, on ne peut pas savoir le point du carcinome. Est-ce que c'est la cavité buccale? Est-ce que c'est le sinus? Est-ce que c'est concret? Comme signe morphologique, on trouve une déformation faciale, vu un processus qui est profond. On trouve aussi un effacement de l'angle interne de l'orbite, vu l'extension tumorale, toujours vers la région orbitaire.
et une voussure des os propres du nez. Ça veut dire effacement du sillon, comment on l'appelle, nasolabial. Voilà. Voilà. Nasogénial et nasolabial. On peut aussi avoir des signes rhinologiques. Pourquoi? Vu l'extension de la tumeur du sinus vers les fosses nasales. Et on va avoir une obstruction nasale unilatérale qui persiste malgré le traitement ORL, elle persiste. Parce que si c'est le premier signe d'alarme, le patient va consulter l'ORL pour une lésion nasale. Donc, malgré le traitement, l'obstruction nasale toujours persiste. On peut trouver un écoulement séreux ou bien séreux, même hémorragique et même purulent. Des fois même, on trouve des épistaxis prolongés ou bien persistants. Des épistaxis vu l'envahissement tumoral et la destruction carcinomateuse des structures voisines. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez les épistaxis. Quand la lésion s'étend vers la région oculaire, on peut avoir des troubles oculaires tels qu'une diplopie. Est-ce que vous comprenez ça veut dire quoi, diplopie? Diplopie, ça veut dire le patient, il peut voir la chose, bien l'image doublée. D'accord? Exophthalmie, on peut avoir aussi une exophthalmie unilatérale vu comment dirais-je, l'extension vers la région oculaire, vers l'orbite, elle va exercer une compression oculaire. L'armoiement, vu l'envahissement de la glande lacrymale, et on peut aussi trouver un œdème palpébral inférieur. On va voir maintenant certaines formes cliniques des carcinomes de la mésostructure. On va voir les formes d'abord endosinusiennes. Le tableau clinique est une sinusite maxillaire. Mais l'âge, la continuité de douleur et l'existence d'une hypoesthésie sous-orbitaire doit donner le signe, l'alerte, si vous voulez. D'accord? Donc, quand on traite une sinusite maxillaire, normalement, après traitement, il y a une guérison. Si ça persiste après, malgré le traitement, il faut à ce moment-là penser à une lésion carcinomateuse endosinusienne. La radio, elle donne une opacité homogène qui est peu dense au niveau du sinus au lieu d'avoir une clarté. Dans le cas d'une sinusite non maxillaire, normalement, on voit le sinus clair. Mais là, vu la présence d'une tumeur, une masse, ça veut dire il devient opaque. On voit l'image blanche, radio opaque. Quand la tumeur, elle est située au niveau du plancher sinusien, ça veut dire au niveau de la partie basse du sinus. Et là, l'évolution, elle se fait vers le bas, ça veut dire l'extension se fait vers même la voûte palatine ou bien la fosse canine. Et des fois même vers la cavité buccale. D'accord? Pour le pronostic, il est favorable quand la lésion, plus elle est proche d'une cavité ou bien d'une région accessible, le pronostic, il est bon parce que vous aurez des signes d'alarme précoce. Et là, la découverte, automatiquement, elle peut être précoce. Alors, dans les formes de la partie moyenne du sinus, quand la localisation elle est antérieure, elle va combler la fosse canine et le vestibule. Ça veut dire c'est la région antérieure. Et l'envahissement se fait vers les parties molles rapidement. Quand la localisation elle est postérieure, vous aurez beaucoup plus de douleurs dentaires au niveau des molaires supérieurs. Un trismus pourquoi? Vu l'extension vers la fosse ptérygomaxillaire et les muscles masticateurs. Et plus la lésion elle est profonde et plus elle est postérieure, le pronostic il est défavorable ou bien sombre. Maintenant, pour les formes du plafond sinusien.
du plafond sinusien, ça veut dire qu'elle se rapproche de la région oculaire. Donc, vous aurez beaucoup plus des signes orbitaires ou bien oculaires, un syndrome lacrymal, soit un larmoiement, une exophthalmie, un œdème de la paupière, oui, un œdème de la paupière, pardon, inférieure ou bien supérieure, des chémosis, une ophtalmoplégie, ça veut dire ophtalmoplégie, ça veut dire une paralysie de ophtalmique interne ou alors une diplopie. Diplopie, ça veut dire un trouble ophtalmique. Ça veut dire ici le patient peut voir l'image en deux. Quand elle est externe, la tumeur va occuper la région malaire, beaucoup plus latérale. Quand elle est interne, elle va s'étendre vers la région ethmoïdo-maxillaire et même au niveau de la base du crâne. Et là, le pronostic il est plus sombre ou bien défavorable. Pour le cas de l'épithélioma ou bien carcinome global du sinus, ça veut dire atteinte de toutes les parois du sinus avec une destruction étendue. Là, c'est une coupe frontale. On voit la destruction, l'extension de la tumeur, destruction de l'os orbitaire, là, du plancher, de l'orbite. L'extension, elle se fait vers l'orbite. L'extension, elle se fait aussi vers la région malaire, zygomatique et jugale. Est-ce que vous voyez là? La destruction des deux parois sinusiennes supérieures et externes, la paroi externe. Là, une destruction postérieure, comme vous voyez là, avec extension normalement vers la base du crâne. Là, ce n'est pas pour vous. Je passe rapidement. Donc, on a expliqué les carcinomes mandibulaires, les carcinomes du maxillaire, ça veut dire maxillaire, quand je dis de l'infrastructure du maxillaire supérieur et de la mésostructure de la région sinusienne et l'extension même vers la base du crâne. Il faut, avant de discuter le diagnostic, il faut retenir quelques notions. On a dit la dernière fois pour les sarcomes, c'est des tumeurs cancéreuses, c'est des tumeurs malignes qui rarement donnent des métastases ganglionnaires. Et l'extension se fait vers des localisations secondaires, soit hépatiques, soit pulmonaires, et soit même osseuses au niveau de l'organisme, au niveau du squelette. Et à la différence des carcinomes, les carcinomes, on a dit, ce sont des tumeurs qui sont lymphophiles. Lymphophile, ça veut dire quoi? Généralement, ils donnent des métastases ganglionnaires. C'est la raison pour laquelle on trouve fréquemment des adénopathies cervicales. Est-ce que c'est clair jusque-là? À la différence des sarcomes. Rarement qu'on trouve des localisations lymphophiles. Ils ne sont pas vraiment lymphophiles. Pour les carcinomes, ce qu'il faut retenir, quand le carcinome est mandibulaire, l'extériorisation, elle peut se faire vers la cavité buccale. Ça veut dire, elle peut donner, généralement, c'est des signes. Les signes d'alarme sont des signes dentaires, soit une douleur dentaire, une mobilité ou bien une chute spontanée des dents. Soit aussi, toujours pour ces carcinomes mandibulaires, ils donnent une lésion ou bien un trouble de la sensibilité ou bien de la sensibilité labiomentonienne, vu l'extension et l'envahissement du nerf alvéolaire inférieur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pour les carcinomes du maxillaire supérieur et de la mésostructure, plus le carcinome il est situé bien proche de la cavité buccale
les signes sont beaucoup plus dentaires. Est-ce que c'est clair? Ou bien bucco-dentaire. On trouve soit une mobilité dentaire, soit une chute spontanée des dents, soit une douleur dentaire. Soit aussi, on peut trouver même une sensibilité du nerf trijumeau du 5-2. Ça veut dire on trouve une hyperesthésie ou bien une anesthésie, par exemple, du nerf infraorbitaire. Quand la lésion elle est plus haute, ça veut dire du maxillaire vers le haut, soit sinusien, ou bien ce sont les carcinomes de la mésostructure. L'extension, elle se fait dans les cavités de la mésostructure. Ça veut dire quoi? Elle va pas se faire vers la cavité buccale, elle va s'étendre vers où il y a des cavités. C'est pour combler les cavités. Quelles sont les cavités? Ce sont les sinus maxillaires ou autres, frontaux ou autres, soit l'extension vers les autres cavités telles que les fosses nasales et les orbites. Et aussi, l'extension se fait vers la base du crâne. Et à ce moment-là, vu ces régions qui ne sont pas accessibles, ni à l'examen clinique, ni même à la biopsie, le pronostic, la découverte, elle sera tardive. Et plus elle est tardive, le pronostic devient. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame. C'est ce qu'il faut retenir. Hein? D'accord? Donc, je répète, les carcinomes du maxillaire supérieur, l'extension beaucoup plus se fait vers les régions cavitaires. C'est pour ça, après, le pronostic devient plus sombre. C'est pas comme au niveau de la mandibule parce que l'extension, elle se fait vers la cavité buccale. On passe maintenant au diagnostic. La démarche diagnostique, d'abord, il faut se baser sur l'interrogatoire. Préciser d'abord les facteurs de risque. Préciser les habitudes alcoolo-tabagiques ou bien c'est surtout le facteur alcoolo-tabagique. Aussi, la notion de perte de poids et d'amaigrissement et même de perte d'appétit. Préciser aussi les signes ou bien chercher les signes fonctionnels. Une notion de douleur, soit dentaire, soit maxillaire. Les caractéristiques de cette douleur. Est-ce que c'est une oui, les douleurs dentaires. Aussi, chercher le trouble de la sensibilité du territoire nerveux du 5. S'il y a une gêne à l'ouverture buccale, à la recherche d'une limitation de l'ouverture buccale, et là, il faut penser à une extension des muscles masticateurs ou à la protraction aussi de la langue. Des fois parce qu'il y a une extension vers les muscles de la langue. Aussi, pendant l'interrogatoire, il faut chercher aussi la présence d'une lésion lymphatique. Parce que généralement, des fois, et souvent, on voit que le patient consulte pour une adénopathie. Aussi, il faut préciser la durée d'évolution. Là, quand elle est rapide, généralement, on pense à une lésion cancéreuse ou bien carcinomateuse. Une notion d'un traitement. Est-ce que le patient a déjà consulté avant? Est-ce qu'il a pris certains traitements? Et il faut aussi demander l'efficacité de ces traitements. Aussi chercher une notion de chirurgie antérieure. On passe après l'interrogatoire, il faut faire l'examen exobuccal et ensuite endobuccal. Lors de l'examen exobuccal, il faut préciser en cas de tuméfaction la localisation et les caractéristiques à l'inspection et à la palpation. Donc, à la palpation, on cherche la consistance, présence de douleur ou non, les limites
et l'induration. Là, c'est très important. Quand il y a une induration, ça veut dire qu'il y a une infiltration importante de la tumeur. Présence aussi, examen des adénopathies, la présence des adénopathies et leurs caractéristiques. Et aussi l'examen de l'ouverture buccale, est-ce qu'elle est limitée ou non. À l'examen ensuite de endobuccal, il permet donc de faire un examen détaillé de toute la muqueuse buccale avec l'examen des dents. Ensuite, alors, en endobuccal, une fois que vous trouvez la lésion, il faut faire l'inspection, l'aspect, donner l'aspect, est-ce que l'aspect ulcéreux, l'aspect végétant, ensuite donner à la palpation l'induration, s'il y a une infiltration ou non, aspect sensibilité ou non, hémorragique ou non, et la proximité avec les dents, si les dents sont mobiles ou non. Ici, ça c'est pour le diagnostic, si vous voulez, l'orientation du diagnostic positif. Le diagnostic différentiel des lésions carcinomateuses, il est presque comme celui des sarcomes. Il faut, vu l'aspect ostéolytique aligné au niveau des maxillaires, donc il faut penser même, il faut faire le diagnostic différentiel avec l'ostéite d'origine hématogène, d'origine tuberculeuse ou syphilitique. Aussi, quand il y a une notion de douleur, il faut faire le diagnostic différentiel avec la névralgie du trijumeau. Et en fonction de la proximité des glandes salivaires, on fait le diagnostic aussi avec les tumeurs malignes des glandes salivaires, les glandes salivaires nobles ou bien accessoires. Quand la lésion elle est située au niveau de la mésostructure et quand vous avez des signes de sinusite, tels que par exemple une obstruction nasale, il faut faire le diagnostic différentiel avec la sinusite chronique. Et là, en fonction de la topographie, vous ne pouvez pas faire le diagnostic différentiel d'un carcinome au niveau mandibulaire avec la sinusite chronique. Donc, il est topographique. Aussi, l'ostéite d'origine infectieuse, d'origine dentaire, et bien sûr les sarcomes. Dans certains cas, on fait même le diagnostic différentiel avec les ostéopathies ostéolytiques, telles que la maladie de Paget. Vous verrez ça dans les ostéopathies. Et après, vous éliminez parce que les ostéopathies ostéolytiques, elle est généralisée au niveau de tout le squelette. Et aussi, vous faites la différence, vous pouvez trancher après la biopsie. Dans certains cas, avec certaines tumeurs bénignes, d'origine dentaire, telles que l'améloblaston. Dans certains cas de parodontopathie et de lésions précancéreuses. Précancéreuses, quand on fait le diagnostic différentiel uniquement sur le plan clinique, ça veut dire sur le plan radiologique, il n'y a pas de destruction osseuse. Arrivant au diagnostic positif, donc pour argumenter, il faut en fonction de la fréquence de l'âge, du sexe, les antécédents médico-chirurgicaux et même les facteurs de risque alcoolo-tabagique, les signes d'appel, douleur dentaire, hypoesthésie, aussi l'aspect de la lésion et la présence ou non d'adénopathie ou bien les caractéristiques de ces adénopathies. Le diagnostic positif, il est aussi basé sur l'aspect radiographique ou bien radiologique, sur la radio panoramique ou bien rétroalvéolaire, vu l'aspect ostéolytique mal limité et flou. Aussi, sur la TD1, l'extension tumorale et la destruction des corticales osseuses. Et bien sûr, pour trancher, ça sera après un examen histologique qui est systématique.
une fois vous diagnostiquez le carcinome, il faut après, donc, il faut faire un bilan loco-régional et un bilan général. Ça veut dire que c'est pour éliminer l'extension vers les structures voisines et à la recherche, donc on fait une radio de thorax pour chercher des métastases pulmonaires. Des examens biologiques tels qu'un bilan hépatique pour voir s'il y a une atteinte même hépatique. On peut même faire une échographie hépatique, un scanner, même cervical, pour voir s'il n'y a pas une extension vers la base du crâne. Voilà, oui. Et aussi, dans certains cas, oui, mais dans certains cas, automatiquement et systématiquement, une scintigraphie pour voir qu'il n'y a pas une extension osseuse au niveau du squelette. En conclusion, ce qu'on peut dire pour les cancers de la cavité buccale qui constituent un problème majeur de santé publique, ces pathologies sont particulièrement létales puisque le taux de survie il est à peu près en moyenne de 5 ans à 34%. Et ce qu'il faut retenir, ce que doit alerter l'odontostomatologiste, une ulcération qui ne guérit pas après traitement dans 15 jours, une mobilité dentaire inexpliquée sans récession, sans lésion parodontale, un retard de cicatrisation après extraction, un trouble de la sensibilité du nerf trigémaux ou bien la présence d'une voussure palative ou même alvéolaire avec des formations faciales. Donc, c'est ce qu'il faut, ce sont les signes, ce qu'on appelle les signes d'appel, qui peuvent alerter le praticien dentiste pour penser et orienter le diagnostic vers une lésion carcinomateuse. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Normalement, c'était clair, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous faites maintenant la différence surtout quand la lésion est située, ce que je veux dire, les signes d'appel sont en fonction de la topographie. Plus la lésion est mandibulaire, vous aurez des signes beaucoup plus bucco-dentaires. Des signes dentaires tels que la douleur, la mobilité, la chute spontanée des dents. Ou alors une sensibilité labiomentonnière. Plus la lésion elle est maxillaire, vous pouvez avoir des signes bucco-dentaires quand la lésion est située au niveau du maxillaire ou bien elle est proche de la cavité buccale. Par contre, si elle est proche, elle est sinusienne ou bien elle est orbitaire, là, beaucoup plus, vous aurez des signes en fonction des structures de voisinage. Est-ce que c'est clair? Oui. Et quand elle est maxillaire, beaucoup plus l'extension, elle se fait vers les régions cavitaires. Ça veut dire les fosses nasales, les sinus et l'orbite. Et même la base du crâne. Et là, le pronostic il devient plus sombre parce que ces régions sont inaccessibles à l'examen clinique. Est-ce que c'est clair? Oui. Il faut retenir aussi que les carcinomes sont lymphophiles, à la différence des sarcomes. Les sarcomes, on a dit, c'est rarement qu'on a des adénopathies et beaucoup plus, ils donnent des métastases pulmonaires ou bien osseuses et même hépatiques.